autour duquel tournent sur des trajectoires encore instables et imparfaitement nettoyées, des planètes encore en phase de croissance. Quelques dizaines d'heures plus tard, le système s'est stabilisé. L'un des mondes rocheux qui vient tout récemment de naître deviendra bientôt notre planète. Arrêtons-nous une seconde sur cette idée. Lorsque la Terre apparaît, les 2/3 de l'âge de l'univers se sont déjà écoulés. Et notre chère planète bleue est alors un monde rouge, un enfer incandescent recouvert de roches en fusion et continuellement martelé par des pluies de météorites, dont les impacts viennent enrichir la Terre en métaux lourds, qui coulent au centre de la planète pour y former un cœur, un noyau métallique qui va devenir le moteur du champ magnétique terrestre, qui nous protège encore aujourd'hui des radiations solaires. Au soir du 3 septembre, 3 jours à peine après que le système solaire se soit formé, la Terre primitive est brutalement percutée par une protoplanète de la taille de Mars. Sous la violence de l'impact, des milliers de kilomètres cubes de roches et de métal sont instantanément vaporisés et projetés dans l'espace, où ils vont former un vaste anneau de débris en fusion, qui, en quelques minutes à l'échelle du calendrier, vont s'agglomérer pour former la Lune. La surface de la Terre, comme de notre satellite naissant, est alors recouverte en surface d'un vaste et unique océan de magma bouillonnant, profond de plusieurs centaines de kilomètres, et qui, du fait de la chaleur accumulée par la violence de l'impact, va rester en place pendant près de 3 jours. Le 6 septembre, la surface a désormais suffisamment refroidi pour se solidifier, et il commence à se former une croûte de roches continuellement percée par l'intense activité volcanique. Des fissures longues de plusieurs centaines de kilomètres sont régulièrement ouvertes partout sur la planète. C'est par ces points de faiblesse que s'évacue sous forme de lave le trop-plein d'énergie émis par les matériaux radioactifs qui chauffent la Terre depuis l'intérieur. Quelques jours plus tard, le dégazage des océans de magma et les éruptions permanentes ont commencé à doter la planète d'une atmosphère riche en méthane, dioxyde de carbone, hydroxyde de soufre et en vapeur d'eau, sous le voile sombre et opaque d'un ciel étouffé par les cendres et les poussières. La surface a désormais suffisamment refroidi pour que l'eau puisse y rester à l'état liquide. Et se forment alors les tout premiers océans. Ceux-ci sont encore peu profonds et leur température est à la limite du point de l'ébullition. 100 millions de tours autour du Soleil plus tard dans la réalité, à peine 3 jours à l'échelle de notre calendrier, commence un pilonnage intensif, le grand bombardement tardif. Pendant une petite semaine, il tombe sur Terre une dizaine de comètes ou d'astéroïdes de plus d'1 kilomètre chaque seconde du calendrier. Ce feu nourri venu du ciel apporte sur Terre la désolation, mais transporte aussi avec lui un trésor, sous la forme de glace d'eau piégée en quantité dans ces roches venues du ciel, et dont la pluie soutenue va progressivement faire monter le niveau global de tous les océans. Aux alentours du 20 septembre, dans les océans primitifs bouillonnants d'activité chimique, sous l'effet des éclairs des UV, des molécules simples telles que des acides aminés, des lipides, des bases azotées commencent à s'assembler, jusqu'à ce que on ne saura sûrement jamais précisément où ni comment. Dans cette immense cocotte minute encore soumise à un feu nourri de météorites, des morceaux de puzzle s'imbriquent, et qu'un tout petit sac de produits chimiques, une sorte de chaos en équilibre dynamique, se mettent à avoir le hockey. Pour l'ensemble de la vie sur Terre, le 20 septembre est une date anniversaire. On retrouve en effet dans les formations géologiques datant de cette époque les traces de l'activité d'organismes unicellulaires se nourrissant d'ions ferreux, d'où ils tirent leur énergie. Ces microscopiques petites bulles peuvent sembler n'être que d'insignifiantes cellules sans queue ni tête. Elles sont pourtant les premiers êtres vivants à avoir habité notre planète. 2 jours plus tard, la croûte terrestre commence à se fracturer en plusieurs morceaux qui se mettent à bouger sous l'effet des courants de convection internes à notre planète. C'est la naissance des premiers continents. À la toute fin du mois, sur les rivages des océans primitifs, se trouvent désormais des colonies de cyanobactéries, des organismes qui ont développé une capacité révolutionnaire, celle d'utiliser la lumière du soleil pour produire de l'énergie. On appelle ça la photosynthèse, et certaines de ces petites cellules rejettent même de l'oxygène, une molécule qui jusque-là était presque absente de la planète. La Terre, elle, continue de tourner autour de son étoile, qui se déplace dans l'espace en effectuant un tour complet autour du centre de la Voie lactée, en un peu moins d'1 semaine du calendrier. Le Soleil vient tout juste de boucler son 5e tour. 2 tours complets autour du centre de la Voie lactée plus tard, mi-octobre, l'oxygène produit par l'activité de ces micro-organismes photosynthétiques
commence à avoir une influence à l'échelle de la planète entière. En se combinant avec le fer dissous dans les océans, l'oxygène le fait précipiter. Et au cours des 2 semaines qui suivent, le temps continue de filer et les océans ne cessent de rouiller, passant d'une couleur vert clair, caractéristique d'un milieu riche en fer et réducteur, à des teintes rouges et orangées. Et lorsque tout le fer est déposé au fond des mers, et que les océans se mettent à troquer leur teinte orangée pour le bleu que l'on connaît, la grande oxydation commence. Dans tous les océans du globe, l'arrivée massive d'oxygène dans l'eau est une véritable catastrophe pour la plupart des organismes. Dans les jours du calendrier qui vont suivre, les vivants capables de respirer, d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie, vont prendre peu à peu le pas sur ceux pratiquant la fermentation. Et quantité d'espèces incapables de composer avec l'arrivée de ce nouveau poison vont disparaître. Parfois, l'évolution est une révolution sans en avoir l'air. En surface, l'oxygène détruit le méthane présent dans l'atmosphère, et la disparition progressive de ce puissant gaz à effet de serre va déclencher, dès le lendemain, une période glaciaire du genre colossal, qui, pendant près de 10 jours, va faire chuter la température moyenne du globe à quelques moins 25 degrés. Partout en surface, la Terre est entièrement gelée. À l'abri, sous une épaisse banquise, la vie continue, elle, d'évoluer. Lorsque le 5 novembre, d'intenses éruptions volcaniques viennent délivrer la Terre de l'emprise des glaces, les premières cellules complexes dotées d'un noyau et d'organes internes apparaissent. Ces nouvelles cellules, bien plus sophistiquées, que l'on appelle des eucaryotes, sont les ancêtres de toutes les formes de vie complexes. Ce sont d'elles que découlent tous les champignons, toutes les plantes et tous les animaux. Une journée supplémentaire s'est écoulée. Près de 40 millions d'années dans la réalité. Et dans les océans grouillants de vie microscopique, on trouve maintenant des êtres vivants visibles à l'œil nu et qui sont plus que la somme de leurs parties. Avant le 6 novembre, tous les êtres vivants étaient presque exclusivement des bactéries invisibles à l'œil nu et se laissant dériver dans le courant ou regrouper en colonies. Mais voilà que désormais, certaines cellules complexes s'assemblent pour former les tout premiers organismes multicellulaires qui sont composés de cellules qui s'organisent en équipe et se répartissent les tâches. Certaines s'occupant de la capture de nourriture, de la digestion, d'autres assurant la défense ou la reproduction. Et les jours suivants, tandis que dans l'eau commencent à émerger des cellules de plus en plus sophistiquées, qui, au sein de colonies structurées, s'unissent et collaborent. Des supervolcans s'allument puis s'éteignent, des mers intérieures s'assèchent, s'ouvrent et se ferment, et le temps continue de filer, sans qu'aucune forme de vie ne soit présente en surface. Le 12 novembre, l'oxygène qui a atteint un seuil de concentration critique dans les océans se met à passer en grande quantité dans l'atmosphère. Et les terres émergées se mettent alors à leur tour à littéralement rouiller. Les roches de surface riches en fer s'oxydent et l'ensemble des continents prend alors des teintes orangées. Si vous disposiez d'une hypothétique machine à remonter le temps pour visiter ces paysages désertiques et rouillés, la première chose que vous feriez après en être sorti serait de remonter dedans. Car la concentration en oxygène de l'air est alors plus de 10 fois inférieure à celle que l'on connaît aujourd'hui. Le 15 novembre, de petits animaux marins mous développent des cellules musculaires, une innovation révolutionnaire qui leur permet de contracter des parties de leur corps. Et pour la première fois, des êtres vivants sont capables de se déplacer, sans dépendre de la force des courants. Avant l'arrivée de ces organismes capables de se déplacer pour explorer de nouveaux territoires, chasser ou éviter de l'être, tous les animaux se nourrissaient en filtrant les nutriments flottant dans l'eau. Mais désormais, il va falloir commencer à ruser, car les chaînes alimentaires vont se complexifier. Une semaine plus tard, certains micro-organismes inventent une pratique à laquelle nous prenons souvent plaisir encore aujourd'hui, la sexualité, qui leur permet de brasser de façon terriblement efficace leur patrimoine génétique. Lorsque décembre commence, l'on voit apparaître des cellules spécialisées, capables de communiquer entre elles par impulsion électrique. En quelques jours du calendrier, ces systèmes nerveux primitifs forment de petits cerveaux. Une semaine plus tard, les premiers organes photosensibles voient le jour et la nuit. Incapables de distinguer des formes, leur vision primitive ne permet que de détecter les variations de luminosité. Plusieurs jours vont être nécessaires avant que de véritables yeux ne contemplent la Terre. Les taux d'oxygène dans l'air continuent lentement de grimper. Et au cours des 10 jours qui suivent, nombre d'écosystèmes naissent et meurent. Des sommets sont sablés par les vents. Des chaînes de montagnes se soulèvent. D'autres disparaissent sous les coups de boutoir du temps et de l'érosion des fleuves qui en découpent et dessinent les reliefs. Jusqu'à ce que, le 12 décembre,
le grand hiver ne fasse un retour fracassant. En l'espace de quelques minutes du calendrier, les calottes polaires se propagent au point de recouvrir la quasi-totalité du monde d'une couche de glace épaisse par endroits, de plusieurs kilomètres. La température moyenne du globe chute jusqu'à -50 degrés, et notre planète bleue est de nouveau blanche, prise entre les griffes des glaces. C'est le cryogénien. Ce monde gelé va rester en place pendant 2 jours et demi à l'échelle du calendrier, jusqu'à ce que, une fois de plus, la Terre ne soit sauvée par les volcans et le mouvement des plaques tectoniques, qui, en surface, ne cessent de redisposer les terres émergées, reconfigurant sans cesse la disposition des continents dans un jeu de puzzle géant.